Madame, monsieur, sortez vos cahiers de géographie et vos passeports, vous en aurez besoin. Ce matin, on vous propose un tour du monde de grande envergure, s'il vous plaît. Alors que le Grand Paris a été officialisé le 1er janvier dernier, vous vous en souvenez peut-être, on a voulu en savoir plus sur l'équivalent au-delà de nos frontières. C'est l'objet même de la vocation de cette émission-là. Alors, pour certaines des villes dont on va parler, on dit mégalopole. Pour d'autres plus grandes encore, on parle de mégalopole. Alors, est-ce que ces villes se ressemblent sur le plan de la structure, par exemple? Est-ce qu'elles se développent sur un même modèle ou pas? Ça dépend des continents, ça dépend des pays. Mais quelles sont leurs superficies? Ça varie considérablement aussi. Alors, autant de questions auxquelles répondront 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos spécialistes du jour. Alain de Chalvron, en haut à gauche, qui nous attend à Chongqing, c'est comme ça qu'on dit, c'est en Chine. Fanny Lothaire, qui a fait le déplacement jusqu'à Sao Paulo. Et puis Franck Genozo, qui s'est rendu en Égypte. Et enfin Nicolas Bertrand, qui nous donne rendez-vous à New Delhi. Alors tout de suite, direction l'Empire du Milieu, comme on l'appelle. Alors quand on pense à la Chine, on pense surtout, je ne sais pas moi, à Pékin, Shanghai ou Canton. Mais c'est d'une autre ville dont il est question ce matin. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant elle compte, notez, 35 millions d'habitants. Alain de Chalvron, notre correspondant permanent en Chine, est à Chongqing. C'est bien ça, Alain? Bonjour. Oui, bonjour William. Et voilà donc Chongqing, vous la découvrez un petit peu derrière moi. C'est une ville tentaculaire, donc on n'en voit qu'un tout petit bout. Si nous avons choisi cette ville de Chongqing pour illustrer la Chine dans cette émission, c'est que c'est une ville d'abord très méconnue en France et ensuite tout à fait extraordinaire. Extraordinaire d'abord par sa situation géographique au confluent du Yangtze et d'un de ses affluents sur une sorte de piton rocheux. Ensuite, extraordinaire par son architecture verticale, c'est une forêt de tours, cette ville, littéralement. Et ensuite, par son histoire, ça a été une capitale de la Chine, vous le découvrirez. Alors voilà, bienvenue à Chongqing. Pour découvrir Chongqing, il faut prendre un bateau. Chongqing, c'est d'abord un don du fleuve Yangtze, le plus grand de Chine, le 3e au monde. C'est là que le fleuve bleu, c'est son autre nom, rencontre un de ses principaux affluents, le Jialing. La ville a été construite sur cette sorte de péninsule escarpée entre les deux fleuves. Avec ce renfort du Jialing, le Yangtze prend alors toute sa puissance et va dévaler 2000 km jusqu'à l'océan, jusqu'à Shanghai, en étant navigable. Et voilà le pourquoi de Chongqing. La ville s'est développée comme port desservant la principale voie de communication est-ouest de la Chine impériale. À l'époque, tout était transporté par voie fluviale. Donc, toutes les marchandises de l'Ouest étaient rassemblées ici et partaient ensuite vers tout le reste du pays. La ville était donc stratégique, mais aussi, comme tous les grands ports, très active et riche. Belle aussi, une architecture très spéciale dont il ne reste plus que ce quartier autour d'un temple magnifique et de quelques rues commerçantes qui sentent bon la Chine éternelle. On le bichonne ce quartier, chaque maison est préservée, restaurée, un effort de conservation bienvenu après tant de dégâts. Jusqu'aux années 60-70, toutes les maisons de la ville étaient comme celle-là. Lorsqu'il y a eu l'ouverture de la Chine, à partir des années 80, on n'avait pas conscience de l'importance de ce patrimoine. On a tout détruit pour construire des tours. Voilà la nouvelle image de Chongqing, celle d'une ville verticale, d'une forêt de tours, des milliers de tours. Manhattan à côté serait un petit bosquet, même Shanghai. Depuis les années 80, Chongqing connaît un développement vertigineux. Son taux de croissance est encore aujourd'hui largement supérieur à la moyenne nationale. Cette année, 10,5% contre 7%. Elle devient un des principaux producteurs de motos et d'automobiles au monde, presque 2 fois la production de la France. Pour des raisons historiques, Chongqing avait des industries militaires qu'il a fallu reconvertir. Par exemple, une usine de fusils est devenue une usine de motos. Et cette reconversion du militaire au civil a été un grand succès. En fait, Chongqing a profité, si on peut dire, de la guerre. Capitale provisoire d'une Chine envahie par les Japonais, elle a tenu bon de novembre 1937 à mars 1946, sous la gouverne de Chiang Kai-shek et de ses alliés américains,
qui avait implanté nombre d'industries nécessaires à la guerre. Malgré les bombardements intenses, on y brûlait la vie par les deux bouts de la chandelle. À l'époque, il y avait ici, dans ce seul quartier, 2000 restaurants, 3000 maisons de thé, une centaine de boîtes de nuit. Les gens voulaient à tout prix profiter de la vie. Qui dit vie de plaisir dit bien souvent mafia. Au tournant du XXIe siècle, la ville, qui brille de mille feux et d'un luxe inouï, est tellement gangrénée que le gouvernement central décide d'y envoyer une de ses étoiles montantes, Bo Xilai, un homme charismatique qui remet à l'ordre du jour le folklore révolutionnaire, histoire de purifier l'air, frappe dur contre les mafieux, relance spectaculairement l'immobilier avec quelques belles réalisations et fait de Chongqing une capitale culturelle. Il ne faut pas s'arrêter à la métropole économique. Nous avons ici aussi une académie des beaux-arts, des musées, des écrivains, des musiciens, des chanteurs. Chongqing est aussi connu pour cela dans toute la Chine. Une ville bouillonnante, en somme, trop peut-être pour les dirigeants de Pékin. Le flamboyant Bo Xilai, en tout cas, a été condamné à la prison à vie pour corruption. Mais ça, c'est une autre histoire. Alain, comment est-elle considérée, cette ville de Chongqing, là-bas en Chine, par les autres? C'est une ville un petit peu à part en Chine. Elle est considérée à la fois avec envie et un peu suspicion, parce qu'elle a été la capitale de la Chine pendant la guerre. Elle est considérée comme pro-américaine, pro-Kuomintang, le parti qui était opposé aux communistes, et parce qu'elle a été le fief de Bo Xilai, qui a remis au goût du jour le folklore révolutionnaire. Elle est considérée aussi comme révolutionnaire. C'est un peu paradoxal. Et puis les habitants de Chongqing ont la réputation de ne pas être très commodes. Moi, personnellement, je les ai trouvés plutôt accueillants. Alain, on a vraiment l'impression que les villes chinoises sont à, je sais pas, à une autre échelle, non? Oui, William, mais évidemment, quand on est en Chine, on est dans une autre dimension. Il y a dans ce pays, à l'heure actuelle, 121 villes de plus d'1 million d'habitants, c'est-à-dire de la taille de Marseille. Et ce sont des villes considérées comme des villes de 3e rang. Tout en haut de l'échelle, il y a les 3 mégalopoles chinoises, Canton, Shenzhen, Dongguan au sud, Shanghai et ses alentours, et au nord, Pékin, Tianjin. Ce sont des agglomérations gigantesques de 30, 40, 50 millions d'habitants, peut-être plus, avec une économie très forte. Si ces mégalopoles étaient indépendantes, elles seraient sans doute dans le top 20 des puissances économiques mondiales. Dernière question, Alain. Ce développement urbain qu'on a pu voir là, encouragé donc par les autorités, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu forcément des dégâts, non? Oui, évidemment, cette urbanisation à marche forcée ne s'est pas faite toute seule. D'abord, il y a eu beaucoup de destruction. On a rasé des quartiers entiers anciens qui étaient très jolis. On a rasé les murailles de Pékin ou les murailles de Chongqing, par exemple, pour faire de la place. On a construit un peu n'importe comment, il faut bien dire. Beaucoup de tours, beaucoup d'immeubles d'habitation, genre HLM. Et il y a eu beaucoup de dégâts de fait. Alors aujourd'hui, on essaye de corriger ces dégâts en faisant une architecture moderne de qualité. On a vu à Chongqing en particulier. Ou bien en reconstruisant complètement des quartiers à l'ancienne. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de dégâts faits sur l'environnement, naturellement. Hein, on en parle beaucoup de la pollution à Pékin, mais pas seulement à Pékin. En fait, c'est dans toute la Chine qu'il y a des problèmes comme ça d'environnement, de qualité de l'air et aussi de qualité de l'eau. Alors, la Chine essaye de corriger tout cela, mais en fait, elle court derrière le lièvre, alors qu'il aurait peut-être fallu le précéder. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Alain, pour le portrait de cette mégalopole de 35 millions d'habitants. Ici, on n'en avait jamais entendu parler. À bientôt. Merci encore. Autre pays, autre panorama. Tout de suite, on s'envole pour le Brésil. Alors, petite précaution d'usage, ça nous est déjà arrivé avec d'autres pays. Nous allons jouer à saute-mouton avec les satellites. Ça part d'ici, ça monte, boum, ça tape, jusqu'au Brésil. Il y a des jours comme ça, selon le vent, la marée, je ne sais pas. Un petit décalage entre les questions que je vais poser à Fanny Leterre et ses réponses. Alors, ce matin, notre correspondante sur place nous emmène visiter Sao Paulo. Alors, c'est la grande capitale économique et vous allez voir qu'à côté... Rio, je sais pas quoi, c'est un petit village, non? Bonjour Fanny, est-ce que vous avez
le CV de cette mégalopole. Bonjour William. Eh oui, je vous emmène un petit peu loin de notre coin de paradis habituel de Copacabana, à quelques 430 km d'ici, à São Paulo, surnommée Sampa. Alors c'est la ville de tous les superlatifs ici au Brésil, hein. C'est la capitale économique du pays bien sûr, mais c'est surtout la 4e plus grande ville au monde. Elle fait, tenez-vous bien, 15 fois Paris. C'est une des villes les plus denses au monde. Je vous en offre un tout petit aperçu grâce à ceux qui ont bravé pour vous l'enfer des embouteillages de São Paulo, Marion Lippmann, Marie Dengagbe et Harold Grenouilleux. Pour découvrir São Paulo, il faut d'abord se lever tôt. Le seul moyen d'éviter les embouteillages pharaoniques de Sampa. Hola, bon dia. Bon dia. Bonjour, on voudrait que vous nous emmeniez au bout de São Paulo. Mais le bout, c'est très loin. São Paulo est immense, c'est trop grand. Antonio est l'un des 33 000 conducteurs de taxi de la ville, la plus grande flotte d'Amérique du Sud. Ils sont en train de construire un métro aérien en plus du métro sous terre. Direction l'avenue Paulista, près de 3 km de long, le cœur de la capitale économique, le symbole d'une ville tout en contraste, la plus grande concentration de milliardaires du continent, et en bas de leur immeuble, un autre monde. Ça, c'est une favela. Ils sont en train de construire des immeubles modernes juste à côté. São Paulo s'est très vite agrandi, et trop. Donc on est obligé de construire de plus en plus haut, car il n'y a plus de place. Vous voyez, on détruit les dernières maisons pour construire des tours. La seule limite de São Paulo, c'est le ciel. Fondée en 1554, São Paulo a connu un boom économique et démographique au XIXe siècle, grâce à la production de café dans la région. Depuis, la mégalopole a bien grandi. La métropole de São Paulo intramuros fait 12 millions d'habitants. Mais toute la zone urbaine, c'est plus de 20 millions d'habitants. Bienvenue au Brésil, bienvenue à São Paulo. São Paulo n'a pas le charme de Rio, mais les touristes amoureux d'architecture y trouvent leur bonheur. Des immeubles modernes à en donner un torticolis, comme le Copan, créé par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, tellement grand qu'il a son propre code postal. Je pense qu'il y a environ 2000 tours, donc c'est très urbain, très impressionnant. Et puis les autoroutes également, les avenues. On peut traverser la ville à 80 km/h, ça c'est assez unique, très différent de ce qu'on a en France. Face à cette folie des grandeurs et une circulation chaotique, les Paulistas ont envahi le ciel. C'est la plus grande flotte d'hélicoptères au monde. 2200 vols par jour. Et au milieu des businessmen pressés, des nouveaux métiers, un peu perchés. Lorsqu'il y a une coupure d'électricité, qu'une ligne est endommagée, on prend l'hélicoptère et on va vérifier directement s'il y a un défaut ou un débranchement. C'est plus rapide. D'en haut, Marcia Bonaf vérifie une partie des 800 km de câbles électriques de São Paulo. Dans un air très pollué, 2 fois plus que le taux admissible. Surnommée la ville grise, elle reprend pourtant des couleurs depuis quelques années. Notre visite se termine au Beco de Batman, le repère des graffeurs, une galerie à ciel ouvert, celle d'Alexandre et Marcus. Les gens viennent et prennent des photos. Ils aiment bien visiter notre rue. Ici, on est libre de peindre où on veut. La ville nous offre cette liberté. São Paulo vient d'être élue l'une des 10 villes les plus influentes dans le monde de l'art. De quoi rendre cette mégapole encore plus attirante. Fanny, je reviens un instant sur le surnom dont vous avez parlé dans le reportage. Là, vous avez dit la ville grise. Alors, je suppose que c'est peut-être ainsi parce qu'il y a trop de béton et pas assez de verdure, non ? Alors oui, c'est vrai, William, vous l'avez vu dans le reportage, il y a énormément de béton à São Paulo. On peut dire que c'est une ville bétonnée, mais c'est aussi une ville très verte. Et ça, on le sait peu. Elle compte plus de 100 parcs à son actif. C'est un record en Amérique latine. Et attention, ce ne sont pas des petits parcs comme les parcs parisiens. Ce sont des parcs immenses comme celui d'Ibirapuera qui trône en plein centre de São Paulo. Et oui, les Paulistas, les habitants de la ville, aiment se reposer le week-end en famille ou courir. C'est un petit peu l'équivalent de la plage de Rio, la mer en moins évidemment, mais il faut cela
pour survivre à l'enfer des embouteillages de São Paulo. Et puis, vous avez parlé aussi d'art dans ce reportage. Est-ce que São Paulo est aussi en train de devenir une ville culturelle comme sa rivale, Rio? Eh bien oui, William, São Paulo, c'est la capitale économique du pays, vous le savez, mais c'est aussi en train de devenir la capitale artistique du Brésil. D'abord parce qu'elle a une Fashion Week, une semaine de la mode très importante, très attendue. Aussi parce qu'une dernière telenovela, vous savez, ces séries télé très connues au Brésil, a été tournée à São Paulo, détrônant Rio, d'habitude où se déroulent les telenovelas. Et puis parce qu'elle fourmille de quartiers comme ça, très artistiques, avec des galeries, des musées, des théâtres, des cinémas, d'art et d'essai. Et c'est en train de devenir une capitale touristique, vous l'avez vu dans le reportage, de nombreux touristes étrangers y vont. C'est devenu la deuxième ville la plus visitée au Brésil après Rio. Alors je ne devrais pas dire ça, c'est un petit peu en termes de rivalité Paris-Marseille, toute proportion gardée, signe qu'il faut gratter un petit peu la grisaille pour trouver des couleurs à São Paulo. Merci beaucoup, Fanny. Fanny Lothaire, qui est au Brésil pour nous, et à très bientôt. Petite pause maintenant, en France, on revient ici. Avec notre spécialiste Internet, on va s'intéresser aux nouvelles technologies qui sont très utilisées dans les grandes mégapoles. Alors ces villes, Julia, sont très connectées, je suppose. Exactement, la mégapole de demain, William, c'est une mégapole connectée. On appelle ça des smart cities, des villes intelligentes. Alors concrètement, comment ça se passe et comment ça marche? Imaginez par exemple, vous dormez, vous n'avez plus besoin de brancher votre téléphone. Votre réveil va se programmer en prenant en compte la météo, les bouchons, le planning des éboueurs, le parcours de bus, les jours de marché, le tourisme, les retards de train et j'en passe. En tout cas, tous ces éléments qui ne dépendent que de la ville vont être connectés directement entre elles, reliés à votre téléphone. Et c'est comme ça que fonctionne une ville connectée. Vous imaginez un petit peu comme ça va améliorer la vie de ses habitants. Sur Internet, William, on trouve aussi autre chose, des projets futuristes d'urbanisation plus ou moins fous, qui existent aussi plus ou moins. Certains sont en cours de construction, certains sont déjà existants. C'est 15 projets urbains révolutionnaires qu'on va trouver par exemple sur cette page Internet qui vont vraiment nous présenter des villes du monde entier. Vous avez aussi des projets architecturaux, des concours mis en ligne sur Internet. Là par exemple, 3 designers ont uni leurs talents pour proposer une idée de building totalement fou, totalement démentiel à New York, d'une hauteur monumentale, magasins, stades et même forêts, vous imaginez. Ça, c'est sur le web qu'on va trouver ça. C'est vrai cette histoire qu'il paraît que les mégapoles ont inspiré certains créateurs de jeux sur le net. Oui, exactement. C'est comme l'enfant qui joue au Lego ou au jeu de construction qui devient un jour un adulte, va s'éclater avec son téléphone portable et va passer son temps à construire, à déconstruire et à reconstruire. C'est totalement addictif. Alors c'est très précis, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un jeu, c'est une appli où vous allez vous construire une ville. Transport, infrastructure, gestion de l'énergie, services publics, élection du maire, interaction urbaniste, rien ne fonctionne si vous oubliez un de ces éléments. C'est un carton, ça s'appelle cityskyline.com. Pas mal ça. Bon, merci beaucoup Julia. À plus tard. Le voyage continue. Tout de suite, on fait escale dans la plus grande ville du continent africain, célèbre pour ses pyramides. Vous n'avez pas le choix, c'est le Caire. Et Franck Genozo nous a préparé une visite guidée. Imaginez qu'on est dans l'avion, on vient du désert et qu'est-ce qu'on voit, Franck? D'abord les contrées désertiques du Sinaï, puis quelques hectares de verdure trompeurs, avant d'entrer dans la jungle urbaine du Caire. 20 millions d'habitants, la plus grande ville d'Afrique. Souvent plongée dans ce nuage de pollution qui se mêle aux brumes éternelles du Nil. Le Caire est une mégalopole où la circulation n'est jamais fluide. Les Égyptiens appellent cela le Zahma, le monstrueux embouteillage du Caire. Avant, quand il y avait un embouteillage, c'était parce qu'une voiture était en panne et bloquait tout le monde. Maintenant, c'est bouché, mais tu sais même pas pourquoi. Abou Sayed est chauffeur de taxi depuis 5 ans. Selon ses calculs, il passe 24 heures par semaine dans les embouteillages. De quoi devenir fou, dit-il. Tu perds vite le contrôle de tes nerfs. Tu n'es plus toi-même. Quand il y a une voiture trop près de moi, au lieu de lui dire « éloigne-toi », je donne un grand coup de poing dans la portière. Je deviens très nerveux en fait. Pour se relaxer,
il écoute des sourates du Coran. Cela apaise, dit-il, les esprits. Mais ça ne suffit pas toujours. Regarde-moi ça. Les gens traversent sans regarder ni à gauche ni à droite. Ils font comme s'ils étaient dans leur salon. Aucune pitié pour les piétons, ni pour ces livreurs de pain à l'activité franchement acrobatique. Je scrute avec mes yeux, à gauche, à droite, et surtout j'ai de bons freins. Bon, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit que la meilleure façon de comprendre, c'était d'essayer. Donc, allons-y. Le secret, paraît-il, c'est d'avoir l'air sûr de son fait. Oui, bon, ça se fait plutôt bien, c'est pas très orthodoxe, mais il y a des milliers de personnes qui font ça tous les jours sans trop de problèmes, visiblement. Tout un centre-ville engorgé. Alors, il y a 20 ans, les autorités ont eu une idée, créer un nouveau Caire à 15 km de là. Sur l'autoroute qui y mène, les noms souvent évocateurs de ces résidences toutes neuves. Dans celle-ci, les habitants peuvent profiter d'un golf, d'une piscine, mais surtout il y a de la place sur les avenues, des espaces verts, des fontaines. Ici, le luxe, c'est d'abord l'espace et la verdure. Donc ici, il y a l'air qui est propre, il y a les arbres, la nature. Yasmine Abbassi est architecte. Elle a conçu cette spectaculaire propriété avec salon spacieux, sauna, jacuzzi et une immense terrasse en bois. Ça, c'est le pool deck pour prendre un bain de soleil. Et puis, on a la vue superbe de la maison. Le prix de vente, plusieurs millions d'euros. S'il y a aussi des résidences moins luxueuses que celle-ci, le projet du nouveau Caire dessine tout de même une société égyptienne à 2 vitesses. C'est une ville très folle, où il y a des extrêmes. Il y a les très très riches et les très très pauvres. Mais le nouveau Caire ne suffit déjà plus. Un projet de nouveau Caire pourrait donc voir le jour avec ces immeubles modernes qui accueilleront les ministères. Une possible nouvelle capitale au pays des pyramides millénaires. Le projet est très ambitieux, William. Il vise à redorer l'image d'une ville qu'on dit parfois davantage tournée vers son glorieux passé que vers son futur. Mais ce projet verra-t-il le jour et surtout en combien de temps? Avec l'instabilité politique et l'instabilité économique ici en Égypte, aucun expert n'est capable de le dire. Et les légendaires embouteillages du Caire ont donc de très beaux jours devant eux. Merci beaucoup, Franck. Affaire à suivre. On reviendra probablement. Et dans le reportage, vous avez entendu, pas de pitié pour les piétons, mais y a-t-il des passages cloutés? Ça, c'est une autre question. Retour en France maintenant avec Sylvie Adiga, la spécialiste en architecture et en urbanisme à Télématin. Petit rappel pour commencer, Sylvie, qu'est-ce que c'est que, parce qu'on l'a employé souvent le terme, je l'ai dit au début de l'émission, mais bon, qu'est-ce que c'est qu'une mégapole exactement, une mégalopole? Alors, selon la terminologie des Nations Unies, la mégacity ou mégapole compte 10 millions d'habitants au moins et est influente et économiquement, culturellement, financièrement et politiquement au niveau mondial. Bon. Alors, souvent, on y trouve les sièges d'organisations et d'entreprises internationales et à ne pas confondre avec les mégalopoles. Ouais. Qui comptent, elles, plus de 25 millions d'habitants et qui s'étalent sur des très longues distances. C'est vraiment ça la différence. D'accord. C'est très peuplé. Étendu. Et très étendu, d'accord. Quand on parle de ces villes-là, qui ne sont pas tous des capitales, d'ailleurs, on l'a bien vu avec le reportage en Chine, il y en a combien dans le monde? Alors, en 2014, selon les statistiques de l'ONU, 28 mégapoles ou mégacities dépassaient les 10 millions d'habitants, dont 16 en Asie, 4 en Amérique latine, 3 en Afrique et 2 en Amérique du Nord. Elles comptent, tenez-vous bien, 453 millions d'habitants, soit 12% de la population urbaine mondiale. Et toujours selon l'ONU, Tokyo reste la plus grande ville mondiale avec 38 millions d'habitants, devant Delhi, 25 millions. En France, est-ce qu'on a des mégapoles, d'où? Eh bien, nous n'avons pas de mégapole. Nous parlons plutôt de métropole. Et une métropole, c'est une agglomération urbaine qui prend des décisions politiques, qui a un rôle économique avec de puissants réseaux de communication et de transport et qui met aussi en avant l'innovation, la recherche et la culture. Pour aller vers la mégapole, nous avons un grand projet lancé officiellement par le président Sarkozy en 2007. C'est le Grand Paris. Alors, quand je pense à ça, je pense à Lille Métropole, ça existe. Oui. Ça, je pense à Nice Métropole et il y en a d'autres, bien sûr. Alors, pourquoi ce projet-là est si important pour la capitale, Paris? Alors que les grandes métropoles mondiales comme Londres, par exemple, sont entrées de plein pied dans le 21e
XXIe siècle, Paris pourrait craindre de se faire dépasser économiquement et culturellement. Et pour ne pas risquer d'être out, Paris doit s'imposer à l'international afin de maintenir son rang de capitale mondiale, tout simplement. Alors, le Grand Paris, alors ça donne quoi concrètement Alors, concrètement, et vraiment dans l'actualité récente, la métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016, créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. C'est un peu loin à mettre sur son carte de visite. Oui, hein. Et le Grand Paris, ça englobe combien de communes? 131, dont Paris. Le 22 janvier dernier, il y a Patrick Ollier qui a été élu président du Conseil de la métropole du Grand Paris. Le développement passe entre autres par le réseau de transport. Et je dirais que le projet du Paris Grand Express, c'est vraiment le premier projet lancé et le plus concret. Ça veut dire la création de 200 km de lignes de métro automatiques et 68 nouvelles gares. Du travail pour les architectes et pour les designers. Pour finir, si on va encore un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a d'autres projets que ceux que vous venez d'indiquer pour se développer, qui vont se développer? Carrément, et si on va plus loin, c'est vraiment Antoine Grimbach, qui est architecte et urbaniste, qui faisait partie du groupe de travail constitué en 2007. Et à l'époque, il avait engagé l'État à développer l'axe fluvial de la capitale parce que Paris n'a pas de port. Le ravitaillement se fait par voie routière depuis l'Europe du Nord. En fait, les containers arrivent dans les ports d'Amsterdam et d'Anvers. Oui. Et donc, selon lui, il faut, dans ce projet Grand Paris, développer vraiment cet axe fluvial avec la création d'un mégaport, Le Havre, Rouen, Paris, qui permettrait les échanges commerciaux directs et non en transitant par les pays du Nord. Alors ça, c'est en cours. Bon, en cours 2030. Hein. Cette ouverture maritime doit donner à Paris une dimension de ville-monde. C'est indispensable dans la concurrence que vont se livrer les grandes métropoles internationales au cours du XXIe siècle. Mais ces 3 ports successifs, c'est pas un port unique, mais comme ils sont dans l'axe, quoi, ça va. Voilà, ils sont dans l'axe relié. Merci beaucoup Sylvie, à plus tard. Allez, pour le dernier paysage urbain, on part en Inde. Et là-bas, avec 1,2 milliard d'habitants, il faut bien les caser, les mégapoles, ils connaissent bien. Bonjour Nicolas, ce matin vous nous emmenez dans l'une d'entre elles et vous avez choisi Bombay. On dit que c'est la ville de tous les contrastes. Est-ce que c'est vrai? Oui, bonjour William, absolument. Nous sommes allés nous balader du côté de Bombay. Pourquoi Bombay? Eh bien, vous le disiez, pour ces contrastes et ces paradoxes tout à fait inédits. Bombay, c'est une ville qui a grandi de manière fulgurante, mais aussi anarchique. En un demi-siècle, elle a gagné 15 millions d'habitants. Elle pousse dans des directions assez opposées. Bombay, tout d'abord, c'est la capitale économique de l'Inde. La plupart des grandes compagnies indiennes y ont leur siège dans des buildings tout à fait modernes. La Banque centrale indienne y a son siège également. Et puis Bombay, c'est également le plus grand bidonville du monde. Il s'étend au centre de la ville depuis un siècle maintenant. C'est d'ailleurs la première chose que l'on voit en atterrissant à l'aéroport international de Bombay. Le bidonville, c'est une ville dans la ville. Visite guidée tout de suite avec Amanda Jacquel. Au pied du quartier des affaires, ces constructions de fortune sont devenues, bien malgré elles, le symbole de Bombay. Cet océan de tôle et de plastique s'appelle Dharavi. Avec plus de 300 000 habitants au kilomètre carré, ce bidonville est la plus forte concentration humaine de la planète. Un dédale de ruelles qui n'a pas de secret pour Krishna. Bonjour. Il a été le premier guide touristique de ce quartier. Regardez ici. D'abord connu pour ses chiffonniers. Tout ça, ce sont des bouteilles en plastique, d'eau minérale. Car à Dharavi, rien ne se perd, tout se transforme et surtout se revend. Bonjour, comment ça va? Regardez, ici, ils lavent le plastique à la main. Voici par exemple comment finissent les canettes de soda. Et voilà le recyclage d'aluminium. Elles sont d'abord broyées puis fondues en lingots dans des fours artisanaux. Toute une économie informelle qui donne du travail à 1 million d'habitants et fait tomber bien des préjugés. Dharavi recycle plus de 80% des déchets de Bombay. Il y a ici plus de 10 000 micro-sociétés. Et le chiffre d'affaires global dépasse 700 millions de dollars. Quand on pense à un bidonville, vous avouerez que ce n'est pas l'idée qu'on s'en fait. Artisans, barbiers, lavandiers ou boulangers, Dharavi fournit toute la ville en produits et en main-d'œuvre bon marché.
C'est cette activité permanente que Krishna veut faire découvrir à ses clients. Comme cette touriste. Bonjour, vous venez d'où? De Suisse. On voit les gens, comment ils travaillent, comment ils vivent, et on arrive à voir l'envers du décor. C'est une bonne idée? Oui, c'est une excellente idée. Les affaires marchent tellement bien pour Krishna que son agence de tourisme ne désemplit pas. Et il emploie déjà 14 guides. Voici Jitu. Jitu travaille avec nous depuis presque 3 ans. Voici Rocky, il est chauffeur pour les groupes. Et voilà Suraj. Tous ont grandi dans le bidonville et parlent parfaitement anglais. Comme Suraj, il gagne environ 200 € par mois, un bon salaire pour Dharavi. Ce qui lui permet de vivre avec sa famille dans cette pièce, sans eau courante et seulement quelques heures d'électricité par jour. Voici une maison typique de 10 mètres carrés. Et dans cette partie-là, il y a la cuisine. C'est là où on prépare nos repas. Là, voici le coin salle de bain. C'est là où on se lave. Là, il y a les matelas. En gros, faire visiter une maison de bidonville, c'est pas comme si on devait passer plein de portes. Ici, tout est compacté. 50% des habitants de Bombay vivent ainsi dans des bidonvilles. Des terres qui prennent de plus en plus de valeur immobilière. Régulièrement, des projets de raser le bidonville reviennent. Mais pour Krishna, Bombay sans Dharavi serait comme un corps sans âme. Dharavi, c'est plus qu'un symbole. Je dirais que c'est le cœur de Bombay. D'autant plus que c'est en plein centre de la ville. Un cœur qui n'a pas fini de grossir. La capitale économique indienne attire chaque semaine 3000 personnes supplémentaires. Mais Nicolas, quand on voit ça, on est terriblement impressionné. Comment on est arrivé à un bidonville de cette taille? Oui, eh bien c'est le fameux exode rural que le monde entier a connu, mais quand cela se passe à l'échelle de l'Inde, eh bien cela devient bien sûr quelque chose d'énorme. Ces familles ont quitté leur campagne dans l'espoir de trouver des meilleurs revenus à Bombay. Ils sont encore plusieurs centaines à arriver chaque jour dans la mégapole. Et bien sûr, elle a été dépassée par ces arrivées massives, ce qui explique la construction de ce type d'hébergement, de ces bidonvilles. Mais attention, si dans un premier temps, ces bidonvilles étaient réservés uniquement aux familles les plus faibles ou provenant de basses castes, aujourd'hui, on trouve des familles de policiers, des familles de professeurs ou même d'avocats, signe que la précarité gagne encore du terrain et que ce type de logement devient quelque part, malheureusement, la norme. Et en Inde, il y a aussi Calcutta, qui est une mégapole, et puis New Delhi, bien sûr, qui grandit apparemment à toute vitesse, non ? Oui, selon l'ONU, Delhi, aujourd'hui, c'est 25 millions d'habitants. C'est la deuxième ville la plus peuplée du monde, derrière Tokyo. Mais les Indiens sont en train de rattraper les Japonais. Et à l'horizon 2030, eh bien, Delhi devrait être la ville la plus peuplée de la planète. Rien que cela. Et comme vous l'imaginez, cela pose d'énormes problèmes. Par exemple, le voile nuageux que vous voyez derrière moi n'a rien de naturel, c'est de la pollution. Ici, les embouteillages sont monstres. Il y a aussi de gros problèmes de distribution d'eau courante, d'énormes challenges que vont devoir relever les autorités de Delhi dans les prochaines années. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations. Madame, Monsieur, fin du voyage. Merci à nos correspondants de nous avoir éclairés sur les mégapoles aux 4 coins du monde. Et il y en a d'autres. La semaine prochaine, autre thème. C'est à l'occasion du Salon du bien-être et de la médecine douce qui se déroulera à Paris que l'on s'intéressera aux différentes modes utilisées par nos voisins pour se soigner en douceur. Voilà. Au menu de la médecine traditionnelle, des remèdes de grand-mère et puis, vous allez voir, un petit peu de superstition. Pour en savoir plus, nous irons en Grèce, au Sénégal, en Espagne, puis de nouveau en Inde. Et une fois encore, les surprises seront à la hauteur de vos attentes. Télématin, c'est fini, mais on se retrouve lundi. En attendant, voici quelques images de la semaine écoulée. C'est le petit supplément du samedi pour les retardataires. C'est très digeste et ça se mange sans faim. Bon week-end.